messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, pas d'inquiétude, l'eau du robinet est de très bonne qualité. Ce sont là les rassurances du ministre de l'Eau et de l'Assainissement devant les députés. Le budget du département s'élève à plus de 236 milliards de francs CFA. 50 hectares de champs de maïs ravagés par le feu à Makayop dans le département de Koungheul. Plongés dans l'amertume la plus totale, les propriétaires lancent un SOS. Les travailleurs de la Croix-Rouge dans le rouge, 4 mois sans salaire. Ils ont tenu un sit-in ce matin. Ils dénoncent une mauvaise gestion de l'entreprise. À suivre également, on est jeudi, les bonnes feuilles de la rédaction zoom sur le livre de l'auteur Ahmed Diallo, Sénégal Boubès, comprenez Nouveau Sénégal, note de lecture en fin d'édition. À la vôtre, buvez sans crainte, l'eau du robinet est de très bonne qualité. Ce sont là les rassurances du ministre de l'Eau et de l'Assainissement devant les députés ce matin, Serigne Mbaye Thiam. Concernant la pollution de la Falémé, il n'y a pas de quoi s'affoler, dit le socialiste. Les députés ont voté le budget du département qu'il dirige, budget qui s'élève à plus de 236 milliards de francs CFA. Voici Serigne Mbaye Thiam. Il y a des défis à relever et ce budget et le programme sur 3 ans que nous avons, les autorisations d'engagement nous permettront de continuer à relever ces défis pour rester dans le peloton de tête en Afrique dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Je rappelle que la moyenne d'accès à l'eau en Afrique subsaharienne, la moyenne d'accès à l'assainissement en Afrique subsaharienne est de 34%. Notre pays a un taux d'accès à l'assainissement de 74%. Donc maintenant, bien sûr, des questions subsistent comme la pollution de la Falémé, qui ne concerne pas seulement le Sénégal, la Falémé que nous partageons avec le Mali. Mais les relevés sont effectués régulièrement. Il n'y a pas encore un niveau de danger, mais nous devons être attentifs. L'ensemble des paramètres sont relevés et c'est un travail que nous devons faire dans le cadre de l'OMVS. Et si nous le traitons d'État à État avec le Mali, le Sénégal a pris un certain nombre de dispositions et nous sommes en concertation avec nos partenaires pour que les autres pays aussi en fassent de même pour sauvegarder cet affluent du fleuve Sénégal. En ce qui concerne maintenant la qualité de l'eau, je n'y ai pas tellement répondu pendant la prise de parole, mais je voudrais rassurer, comme je l'ai dit, l'eau est la denrée la plus contrôlée avec le nombre d'analyses de prélèvements qui sont effectuées chaque année et des analyses qui sont conduites. L'autre grand titre de cette édition, c'est ce carnage, 50 hectares de terre, 50 hectares de champs de maïs partis en fumée. Les flammes voraces n'ont pas laissé une miette. Le drame s'est déroulé à Makayop, dans le département de Koungheul. Les propriétaires de la production sont dans une plus grande affliction. Voyons tout cela avec Ndeye Awabey et Mam Gorwilan. À Makayop, les flammes du désespoir ont plongé Moustapha Ndiaye dans l'angoisse. Le cultivateur a vu une bonne quantité de sa dernière récolte, estimée à 60 millions de francs CFA, détruite par le feu de brousse. Presque 50 hectares de culture vivrière ont été brûlés. Les habitants de ce village perdu dans l'arrondissement de Missirawadène, département de Koungheul, sont sous le choc. Ils ont vu les flammes toucher le cimetière de la localité sans pouvoir rien faire. Sans moyens appropriés pour ralentir ou stopper la propagation du feu, les habitants de Makayop dénoncent le manque de réactivité des secours. On a vu que les eaux et forêts qui devaient nous venir en aide n'avaient pas de véhicules. Ça là, c'est déplorable. Et jusque-là, le village n'a reçu aucune aide venant des autorités locales. Il n'y a ni le maire, ni personne dans son entourage qui nous a appelés, ni venir chez nous, ni venir visiter les champs. On déplore ça. Je suis une personne qui crée de l'emploi dans ma commune. On ne t'invite pas, ils n'ont pas de considération envers toi. Je suis l'un des meilleurs acteurs de développement de ma localité.
Il y a beaucoup de gens qui sont derrière moi. Pour l'heure, l'origine du sinistre n'est pas encore connue, mais les victimes sollicitent le soutien de l'État. On veut que l'État nous vienne en aide. Merci Ndayawa. Pour éviter les pertes post-récolte, pertes qui sont évaluées, vous le savez, à plusieurs milliards de nos francs, dans la zone horticole des Niayes, 9 magasins de stockage sont en cours de construction. Ces réalisations sont faites dans le cadre du projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans les Niayes. Suivons là-dessus Tanor Tiendel Adjeng, coordonnateur du programme avec notre équipe. C'est également une occasion pour passer en revue certaines réalisations dans le domaine des infrastructures qui sont en train d'être construites et certaines l'ont déjà été, surtout dans le domaine des magasins de stockage. Et qui parle de magasins de stockage connaît bien un peu les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs de la filière horticole en termes de pertes post-récolte. Et ces dernières d'ailleurs ont été estimées de la part de l'État sénégal à près de 100 milliards de CFA qui sont perdus chaque année. Raison pour laquelle le projet Piedane est engagé dans la construction de magasins de stockage à mettre à la disposition des agriculteurs et de leurs organisations pour permettre de bien conserver et véritablement de valoriser davantage les produits qui sont issus des... Booster la recherche et les investissements pour éradiquer la malnutrition, une des résolutions de la FANUS, la Fédération africaine de nutrition, qui a tenu, vous le savez, son 5e congrès à Dakar, événement clôturé cet après-midi, compte rendu Maïmouna Ndiaye, Modou Diop. Ils sont 500 personnes à participer à cette rencontre scientifique dédiée à la nutrition, une première en Afrique francophone. La rencontre de Dakar, occasion pour les acteurs de faire l'état des lieux. À l'issue de cette conférence, qu'on puisse vraiment capitaliser tous les échanges qui ont eu lieu à travers cette conférence et qu'on puisse vraiment les utiliser pour mieux renforcer nos politiques publiques, mais aussi renforcer toutes les interventions, les stratégies qui sont mises en œuvre pour justement améliorer l'état nutritionnel des populations en général. Vous savez, toutes les initiatives sont en cours. Quelle que soit la provenance, l'origine, il faut qu'il y ait une synergie des actions pour avoir un résultat optimal. Donc c'est ça que nous attendons de tous les acteurs, de tous les chercheurs qui se sont retrouvés autour de cette conférence. Après les échanges, place aux recommandations. Les autorités du Sénégal, à travers le Conseil national de développement de la nutrition, se réjouissent d'une telle initiative et a participé activement à tout le processus de préparation et durant aussi les 4 jours que ça a duré ici. Et nous en faisons nôtre toutes les recommandations qui sont sorties des différentes sessions, que ce soit des recommandations relatives à tout ce qui est recherche, des recommandations relatives à plus de mobilisation de ressources, mais aussi des recommandations relatives au renforcement de la multisectorialité. Ces participants espèrent que leurs propositions seront prises en compte pour le développement de la nutrition en Afrique. Merci Maïmouna. À la une également de l'actualité, les travailleurs de la Croix-Rouge dans le rouge, ils ne perçoivent plus de salaire depuis 4 mois maintenant. Les agents ont organisé ce matin un rassemblement de protestation. Le délégué du personnel Omar Dieye avec Fatou Bintou Conté. Moi, que nous sommes restés sans salaire. À cela, il s'ajoute également les renouvellements qui ont eu à entraîner l'exclusion de certains départements comme Dakar, comme Pékin, Kermassar, Bignona et Goudom. Ces exclusions ont fait en sorte que les jeunes ont envahi le siège national, ils ont assiégé le siège national pendant 4 jours, comme en démontre ce qui les exécute sur les murs. Et cela met en péril l'outil de travail que nous avons, qui est la Croix du Sénégal, qui est notre siège national. En plus de cela, voilà le bâtiment central, qui abrite presque la quasi-totalité des techniciens, est resté presque plus de 4 mois sans électricité. Donc les travailleurs sont là et sans électricité. Voilà, cette situation montre qu'aujourd'hui, que ce management a atteint ses limites. Ouais. Il est temps qu'aujourd'hui, que la présidente nationale Bafouba et son secrétaire général Mahameng rendent le tablier, et parce qu'ils sont atteints leurs limites, ils ne peuvent plus régler la situation dans laquelle se trouve.
Lancement des 96 heures de l'entrepreneuriat féminin. Le ministre de la Femme et de la Famille et de la Protection des Enfants, Fatou Djané, a présidé ce mardi à Dakar le lancement de cet événement qui a pour thème structuration des chaînes de valeur et renforcement des capacités productives des femmes entrepreneurs. La voici avec Dissa Prera. Nous avons conclu sur la nécessité de regrouper les femmes par filière. Donc aujourd'hui, nous commençons par la filière agricole avec l'agriculture. Demain, nous serons avec les femmes dans l'horticulture. Après-demain, ce sera les femmes dans la transformation des produits agricoles. Et ainsi de suite jusqu'à vendredi avec les femmes dans la saponification. Donc, 4 secteurs ont été identifiés pour le moment. Donc, et nous travaillons dans les 4 jours sur ces 4 secteurs-là. Et après, nous allons continuer parce que l'exploitation du recensement des organisations de femmes nous a montré que les femmes sont pratiquement sur tous les secteurs d'activité. Mais nous préférons y aller par approche. Donc aujourd'hui, les 96 heures concernent que les 4 secteurs précités. Donc les organisations de femmes qui évoluent dans ces secteurs-là pour un peu approcher toutes les questions liées au développement du secteur et également avoir des panels de haut niveau avec des représentants de l'État, des structures étatiques, mais surtout du secteur privé pour aider les femmes à mieux percer ces secteurs-là et à avoir beaucoup plus de productivité. Donc, chaque secteur a un lot de facteurs bloquants. Aujourd'hui, nous avons l'agriculture. Donc, vous avez vu tout à l'heure, nous avons parlé de l'accès au financement qui devient un facteur transversal. Donc, dans tous les secteurs d'activité, les femmes vont nous parler des problématiques d'accès au financement. Nous avons également identifié la formation, qui est également un secteur partagé, donc un facteur partagé par tous les secteurs d'activité. Modification de la loi portant création de l'OFNAC et celle relative à la déclaration de patrimoine. Abdelaziz Diop salue l'adoption des 2 projets de loi adoptés hier en Conseil des ministres. Pour l'ancien coordinateur national adjoint du Forum civil, c'est une avancée majeure qui va renforcer les pouvoirs de l'OFNAC. Le voici avec Ibou Khan. Je pense que ça va être une avancée majeure et ça va renforcer davantage les pouvoirs de l'OFNAC. Nous l'avions toujours dit. Nous avions toujours fait le plaidoyer pour que l'OFNAC puisse passer d'une obligation de transmission à une obligation de poursuite, comme c'est le cas pour la CENTIF. Malheureusement, beaucoup de dossiers ont été transmis et sans suite. Et aujourd'hui, avec le nouveau président de l'OFNAC, qui a été ancien procureur, je pense que c'est une opportunité pour que cette nouvelle loi puisse vraiment donner à l'OFNAC plus de pouvoir. Donc, non seulement de s'autosaisir, de se constituer partie civile, mais une fois que ces dossiers sont transmis et que sans suite, qu'ils sont classés sans suite, que l'OFNAC puisse avoir ce pouvoir vraiment de poursuivre ces dossiers, tout en préservant la présomption d'innocence. Pour le deuxième volet aussi relatif du moins à la déclaration de patrimoine, je pense qu'aussi ça a été une bonne chose de l'institutionnaliser. Mais malheureusement, dans la réalité, ça n'a pas produit ses effets. Parce que si nous nous fions au rapport de l'OFNAC de 2018, sur les 865 assujettis actifs, seuls 558 avaient fait leur déclaration de patrimoine. Aussi, il y a le caractère de la confidentialité. Pour le président de la République, il doit faire sa déclaration de patrimoine devant le Conseil constitutionnel. Et cette déclaration est rendue publique. Alors que pour le président réélu, les textes sont assez muets. Mais pour les ministres, ils doivent faire leur déclaration de patrimoine, déclaration d'entrée, les 3 mois qui suivent l'entrée en fonction. La déclaration de sortie les 3 mois après leur fin de fonction. Malheureusement aussi, beaucoup de ministres sont entrés, sont sortis sans faire leur déclaration, comme des directeurs généraux. Je pense que cette loi aussi devrait être revue. La corruption est le premier frein au développement selon les cadres du grand parti. Le Sénégal a besoin d'une transformation profonde, affirment les alliés de Malick Gakou. Annonce faite à l'occasion d'une réunion d'élaboration du programme du parti, compte rendu Mamadou Fall. Pour un essai économique durable, le bien-être des populations, le grand parti annonce un programme bien roulequé, tenant en compte les nouvelles donnes que connaissent notre pays. Il a été ajusté pour prendre en charge des problèmes cruciaux que nous voyons ici, qui sont l'immigration clandestine, qui sont le terrorisme, qui sont l'insécurité, que sont l'exploration des ressources naturelles, pétrolières et gazières qui va se faire bientôt en 2024. Donc nous sommes passés par là-bas et avons montré que le programme alternatif sur Palais Sénégal prend en charge globalement 2 choses.
Cela ne peut se réaliser sans une gestion saine. Le grand parti va lutter contre la corruption très nuisible à l'émergence du Sénégal. Tolérance contre la corruption. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir un peu dans le monde parce qu'il y a deux types de corruption. Il y a la corruption administrative, c'est ce qu'on appelle la petite corruption, qui habituellement, quand on l'a évaluée, ne fait pas 10 milliards. Mais il y a la grande corruption, c'est la corruption des cols blancs, qui nous coûte au niveau du Sénégal chaque année 100 à 130 milliards. Quelles sont les solutions qui ont été prises? C'est les solutions, les best practices, les meilleures pratiques dans le monde, qui est de savoir au niveau de la justice, mettre en place un système avec des juges dédiés anticorruption. Lutter vraiment contre la corruption, il faut beaucoup de transparence. Le parti de Malick Gakou a sillonné tout le territoire national afin de s'imprégner des difficultés réelles des populations. D'ailleurs, tous les points de son programme résument le développement sénégalais. Parlons éducation à présent, les lettres plutôt que les séries scientifiques. À Fatick, les lettres attirent 70% des élèves, résultat d'une étude commanditée par l'Éducation nationale. Comment faire aimer les théorèmes aux élèves? Reportage Aminata Goudjabi, Abdoukarim Bey. L'écart est encore énorme. Dans l'académie de Fatick, le pourcentage d'élèves inscrits aux séries littéraires triple celui des élèves de séries scientifiques et techniques. Cette année-ci, on a fait l'orientation des élèves, mais on a un taux de 24% d'élèves qui sont orientés dans les séries scientifiques et 1,15% dans les séries techniques et plus de 74% dans les séries littéraires. En termes de conseils, nous, on rencontre les élèves, leur donner les informations sur les possibilités qu'ils sont, les opportunités sur le plan scientifique technique. La tendance, elle est nationale. Une étude menée par le Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle a identifié de nombreux facteurs qui entravent le maintien des élèves dans les séries techniques et scientifiques. L'étude a montré globalement qu'il y a des facteurs psychologiques, des facteurs pédagogiques, des facteurs socio-culturels et des facteurs institutionnels qui se combinent à la fois pour expliquer d'une part l'accès et le maintien des élèves dans les séries scientifiques et techniques. Pour la région de Fatick, il faut ajouter l'absence de certaines infrastructures dans les lycées et collèges, un facteur décourageant pour élèves et enseignants. On a toujours des lycées qui n'ont pas de laboratoire. Il n'y en a que 2 qui en ont. Et ces laboratoires ne sont pas en état même de fonctionner. Donc ça aussi, c'est un handicap pour les élèves qui font des sciences mais qui ne font pas de pratique. Il est vrai que le niveau d'accès dans les systèmes scientifiques est assez faible. Il en est de même pour le niveau de maintien. Ce qu'on note maintenant dans notre académie, c'est qu'il y a très peu d'établissements qui sont en normes par rapport aux disciplines scientifiques et techniques. Donc par rapport maintenant à l'accueil des séries scientifiques et des séries techniques, nous n'avons pas de lycées souvent aux normes, c'est des CM qui ont été reconvertis en lycée, et ce qui fait qu'ils n'ont pas toutes les commodités nécessaires pour accueillir des élèves et prendre en charge ces élèves-là en sciences techniques. Un plan académique du développement de l'éducation à Fatick est en cours d'élaboration. Si les projets contenus dans ce plan sont mis en œuvre, le déficit d'infrastructures pour les séries scientifiques et techniques sera résorbé. Merci Aminata. Valorisation de la culture sénégalaise, une exposition de nos produits locaux a été organisée à l'occasion de la visite de la première dame de la Pologne au Palais de la République ce matin. C'est une initiative de la première dame du Sénégal, Marième Faisal. Fatima Touré. La culture sénégalaise bien représentée au niveau de la salle des banquets du Palais de la République. Une exposition initiée par Marième Faisal à l'honneur de la première dame polonaise. Des œuvres d'art, de l'encens, des boubous traditionnels entre autres produits, comme le décor des stands. Une belle manière de vendre la destination Sénégal. Le but de cette exposition aussi, c'est à chaque fois qu'on a la possibilité de recevoir des hôtes, de leur présenter aussi le niveau de créativité des Sénégalaises et des Sénégalais, mais concomitamment leur présenter aussi le niveau d'évolution de l'artisanat et créer des opportunités de visibilité pour notre patrimoine. C'est pourquoi nous avons une exposition composite avec des éléments de stylisme, de création au niveau des costumes, mais particulièrement axés sur la créativité féminine. Et un deuxième volet sur la bijouterie en mettant en valeur le village artisanal Soumbédioune, qui est aussi le reflet de l'ensemble des villages artisanaux que nous avons au Sénégal. L'événement a été l'occasion pour rendre un hommage particulier aux femmes. Le pouvoir de la femme est largement sous-estimé en Afrique traditionnelle. Et parce que nous avions des reines qui étaient des reines, pas des femmes de roi.
nous avions Ndiambo Mbodj, nous avions cette puissance des femmes-là que nous voulions montrer. C'est-à-dire comment les femmes tiennent l'économie d'un pays, comment les femmes tiennent la culture d'un pays et comment les femmes aussi tiennent l'éducation d'un pays. C'est pourquoi nous avons axé cette présence féminine-là. Les hommes sont là, mais comme on le dit, les femmes ne sont pas derrière les hommes. Elles sont à côté des hommes et cheminent avec. Une initiative bien appréciée par les participants. Alors c'est une très belle initiative de vouloir promouvoir le Made in Sénégal, donc ce qui se fait de mieux au Sénégal, les réunir pour les présenter au monde. C'est une très belle initiative qu'on apprécie. C'est une belle vitrine parce qu'il y avait pas mal de femmes, d'ambassadeurs venus un peu partout. Donc c'était une belle vitrine, ça nous a permis de montrer ce que nous faisons ici au Sénégal et qu'eux, à travers leur pays aussi, vont pouvoir exporter. Très contente pour l'invitation de notre première dame pour exposer nos produits qui fait typiquement africain. Par exemple, on a ici les tubes légers qu'on a pris, faire de la broderie, consommons local. Un moment solennel marqué par la revalorisation de nos produits locaux. La première dame, Marième Faye Sall, à travers cette exposition, se positionne comme ambassadrice du Made in Sénégal. Littérature, dans notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction, on s'intéresse à l'ouvrage de Ahmed Diallo intitulé Sénégal Boubès, comprendre l'histoire de la gouvernance politique du Sénégal, innover et redonner le pouvoir au peuple. L'auteur propose une forme de gouvernance plus proche des populations. La note de lecture est signée Ibou Diouf. Comment répondre à ces interrogations de taille? Qui mérite de diriger et pourquoi les individus consentent-ils à être soumis à un système? Ahmed Diallo, dans ce livre, propose des solutions dites innovantes et réformatrices. On est parti revoir ce qui se faisait en termes de gouvernance politique à l'Empire du Mali. Ensuite, on a regardé dans le Fouta Toro avec la révolution Torodo. On a regardé dans les royaumes sérères comment la gouvernance politique se faisait, dans le Grand Djolof. Et ensuite, regardé la gouvernance politique durant la période coloniale, quand le colon était sur place, et ensuite la gouvernance politique de 1960 à nos jours, pour en tirer des enseignements et des perspectives. Ce tome d'une série de 3 ouvrages tente de décrypter l'histoire de la gouvernance politique du Sénégal. Dans ce livre Sénégal Boubès, qui sera en 3 tomes, nous avons décidé de donner la voie qu'il faudrait emprunter à notre sens pour permettre à notre pays de se remettre sur les rails. Nous avons fait des propositions concrètes pour réformer l'ensemble des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, avec l'introduction de la haute autorité pour la protection de la démocratie qui va harmoniser notre système démocratique avec pour ambition d'avoir le système politique le plus démocratique au monde. En s'appuyant sur des expériences précédentes, ce livre propose un changement de vision par rapport à la politique et à la gouvernance. La littérature, c'est d'abord une proposition de réflexion qui s'élargit et qui va rester dans le temps pour cette génération, mais pour les générations futures. C'est pour cela, à chaque fois que nous avons des idées nouvelles pour notre pays, pour notre continent, nous tenons à l'écrire et surtout apporter la rigueur nécessaire dans l'analyse, parce que des idées, une fois qu'on se met à les écrire, on est obligé d'aller au bout de la pensée, au bout de la réflexion, pour ne pas laisser de côté certains aspects. Comprendre l'histoire de la gouvernance politique du Sénégal, innover et redonner le pouvoir au peuple, Ahmed Diallo, à travers son ouvrage, propose des pistes de réflexion qui visent à adopter une démarche participative. Son objectif est de rapprocher davantage le peuple de la gestion des affaires. Lancement à Dakar du projet ENAM 2023, échange pour la médiation et la paix en Afrique, un projet qui vise à atténuer les violences électorales dans la région ouest africaine. Julien Ouossou, coordinateur du projet en Afrique de l'Ouest, est avec Dissa Prera. Alors, IMAM, c'est le projet de suivi, analyse et atténuation de la violence électorale, un projet régional qui est à son 3e cycle, 2023-2026, un projet qui couvre aujourd'hui avec les promesses d'extension 12 pays. Et donc, nous sommes en train de cibler environ 14 processus électoraux dans la perspective d'appliquer notre savoir-faire
à travers une contribution, disons, pour des élections pacifiques, notre savoir-faire en matière d'alerte précoce et de réponse. Et donc regarder les processus électoraux sous l'angle, disons, de cette niche, de pouvoir mettre en place avec les acteurs nationaux et régionaux des mécanismes de suivi, d'analyse, disons, des risques et des facteurs de risque autour des processus électoraux que nous avons ciblés, et aussi permettre à ce que, par l'intermédiaire de financement et de mobilisation de réponses rapides, l'on puisse contribuer à ce que les élections soient, disons, relativement plus pacifiques et à travers la contribution de tous les acteurs. C'est un projet qui a déjà, durant 2018-2022, essayé des approches, mais au terme de ce cycle qui a pris fin en 2022, nous avons tiré d'énormes leçons que nous sommes en train d'appliquer cette fois-ci pour continuer par apporter cette contribution. L'ambition, et ce que nous pensons, c'est que si les communautés à la base, si les acteurs nationaux ont des mécanismes pour accéder aux données d'alerte précoce, ces acteurs sont capables de penser à des solutions africaines, des solutions nationales pour prévenir et atténuer les violences électorales. Et retenez également que le chef de l'État Macky Sall a inauguré le nouveau siège des Nations Unies ce jeudi, un bâtiment qui symbolise la bonne coopération entre le Sénégal et les pays composant les Nations Unies, une coopération pour la promotion de la paix et la stabilité, affirme le président de la République. Dans l'actualité sportive, Coupe du Monde U17, le Sénégal demande la disqualification de la France. Vous le savez, les Lionceaux ont perdu hier à l'issue des tirs au but devant la France. Le FSF soutient que le joueur français Yanis Issoufou aurait joué sous les couleurs du Niger. Explication, Chertidiane Diao. Le Sénégal s'appuie sur l'article 8B des statuts et transferts des joueurs. Il stipule clairement qu'il n'est pas autorisé à jouer pour sa nouvelle association dans toute compétition à laquelle il a déjà participé pour son ancienne association. L'article 24 du règlement de la Coupe du Monde U17 Indonésie 2023 fait ressortir que tous les joueurs doivent être éligibles en équipe représentative conformément au statut de la FIFA, au règlement d'application des statuts de la FIFA et à tout autre règlement de la FIFA applicable. Yanis Issoufou, de manière claire, a violé le règlement en participant à cette Coupe du Monde U17. Du côté de la presse française, on soutient que la France devrait être retirée d'affaire puisqu'il soutient que la réserve du Burkina sur le même jour n'a pas prospéré. RMC Sport soutient que la FIFA a jugé irrecevable la réserve parce qu'elle devrait être envoyée 5 jours avant le début de la compétition. En attendant, le Sénégal est dans l'expectative pour voir si oui ou non il va rencontrer l'Ouzbékistan en quart de finale ce samedi. Et parlons de la qualification pré-olympique de la zone 2 à Dakar du 24 au 26 novembre. Le Sénégal peut battre n'importe quelle équipe. C'est l'intime conviction de Bassirou Ndiaye, membre de l'équipe nationale. Le voici avec Cher Sadibou Diarra. On a tellement bossé dur que je ne vais pas dire qu'on a un excès de confiance, mais on va faire un miracle. Je ne sais pas, ça fait un bon moment que l'équipe nationale masculine de beach volleyball a été out. Notamment, cette année-ci, on a essayé de métamorphoser la situation en essayant de mettre en place un expert appelé sous le nom de François Vinograd qui fait des miracles ici au Sénégal. Et je dis qu'on est enfin prêt pour faire face à n'importe quelle équipe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour Soir d'Info, la suite avec Moustapha Sarré, membre du parti PASTEF. À tout de suite.